Mesdames, Messieurs, bonjour. Merci pour votre présence. Donc, nous avons décidé pour cette rencontre avec la presse, dans le cadre d'une actualité brûlante en Iran, les manifestations qui reprennent depuis fin juillet, début août, qui prennent un nouvel élan, et aussi dans le contexte de cette exposition qui se déroule depuis maintenant 3 semaines pour l'anniversaire 30e anniversaire de massacre de 30 000 prisonniers politiques en Iran. Donc, c'est 2 contextes qui se rejoignent. Ce n'est pas notre choix, le calendrier, mais c'est cette actualité qui nous amène à vous inviter pour vous expliquer à la fois la situation actuelle dans notre pays, mais aussi les liens avec ce que vous voyez dans cette salle autour de vous, c'est-à-dire ce massacre qui a marqué l'histoire de l'Iran. Donc nous allons commencer par l'actualité en regardant juste quelques minutes d'images qui nous parviennent de l'Iran, des réseaux de Moudjahidine du peuple à l'intérieur de l'Iran. Ensuite va enchaîner mon collègue M. Afshin Alavi, qui est membre de la Commission des Affaires étrangères du Conseil national de la résistance iranienne, pour analyser donc cette situation en Iran depuis le mois de janvier, mais aussi plus particulièrement depuis ces récentes semaines. Et ensuite, on va enchaîner avec les liens avec ce massacre, avec les commanditaires de ce massacre. Et vous allez entendre à la fin un témoignage d'un membre, d'un rescapé des prisons de Khomeini qui a été membre de famille d'un certain nombre des personnes exécutées lors de ce massacre. Voilà, donc je vais maintenant demander qu'on nous diffuse ces quelques minutes d'images.
ماشین پلیس آتیش زدن. Bonjour messieurs, dames. Merci d'être présents aujourd'hui ici. Comme vous avez pu voir et constater sur ces images, qui sont des images récentes qui nous parviennent d'Iran à travers ce que nous a envoyé le réseau de la résistance présent dans ces manifestations, on peut constater que bien qu'il y a quelques mois, à la suite de la répression des mouvements sociaux et du soulèvement qui a frappé l'Iran au début de l'année, c'est-à-dire fin de l'année dernière, décembre et janvier, force est de constater que ces mouvements sociaux ne se sont pas arrêtés, contrairement à ce que nous annonçait à la fois le régime, mais aussi un certain nombre de porte-voix et de lobbies du régime à l'étranger, qui introduisait en erreur les médias. La réalité, c'est que contrairement à ce qui s'est passé en 2009, ce soulèvement n'a pas pris fin et se perpétue aujourd'hui depuis maintenant plus de 7 mois et demi. Depuis le début de l'année, nous avons enregistré plusieurs centaines de manifestations et de soulèvements, autant de mouvements de grève à travers le pays. Et parfois, certains de ces mouvements se sont transformés en émeutes, comme on a pu le constater sur ces images. Et nous assistons à une évolution très importante de ces manifestations. Rien qu'au mois de juillet, nous avons enregistré près de 238 mouvements ouvriers, alors que le régime, dès le début, a réprimé de manière très féroce ces manifestations, contrairement à ce qu'il a laissé entendre. Nous avons enregistré près de 8000 arrestations au début de l'année. Le régime a reconnu 5000 personnes arrêtées. Une cinquantaine de manifestants ont été tués, dont une quinzaine, dont ces 15 personnes qui ont été tuées alors qu'ils étaient arrêtés en prison. Ils ont été tués sous la torture, mais le régime a annoncé qu'ils s'étaient suicidés. Malgré toute cette répression féroce, en fait, ces mouvements ne se sont pas arrêtés. Aujourd'hui, donc, au mois de juillet, nous avons eu, en plus des 338 mouvements de grève et de manifestations de travailleurs, 29 cas à travers le pays, des épargnants qui ont été spoliés par les banques appartenant aux gardiens de la Révolution, 8 mouvements de la part des retraités, 9 manifestations et grèves des enseignants, 3 des étudiants et 557 cas à travers le pays de mouvements de grève des camionneurs qui a duré 2 semaines. Il s'est arrêté et a repris depuis. Les autres secteurs, on a enregistré à peu près 110 cas et dans les prisons, il y a eu 11 cas de grève, dont 5 grèves de la faim dans les prisons. Donc vous pouvez voir qu'il y a une agitation extrêmement forte à travers le pays. L'évolution, c'est que les couches qui participent à ces nouveaux mouvements sociaux sont très divers. Ils sont composés d'agriculteurs, des minorités ethniques, des camionneurs, des commerçants du bazar, des ouvriers, des jeunes chômeurs, des retraités, des enseignants, des épargnants spoliés, des colporteurs, des familles de prisonniers politiques, beaucoup de femmes parmi ces mouvements. Et le déclic de chaque mouvement est spécifique à la zone et la région. Ça peut être la pénurie d'eau potable, le manque d'eau pour les agriculteurs ou les catastrophes environnementales, mais là aussi la misère, la pauvreté et la faim, la corruption financière et bancaire, et puis les salaires impayés à beaucoup d'employés, d'ouvriers, et ainsi que la répression elle-même est cause de ces mouvements. On a assisté aussi dans des matchs de foot, notamment à Ahvaz, à Téhéran, à Ispahan ce mois-ci, au mois d'août, donc
qu'à chaque fois, ça a été l'occasion de manifestations et de cris contre le régime avec les cris de « Abat la dictature ». Alors, les manifestations les plus récentes ont commencé la série nouvelle de manifestations le 31 juillet. Le départ a été donné à Ispahan, à Shiraz, à Karaj, près de Téhéran. Alors, ce qui est très important, c'est de savoir que ces manifestations avaient été annoncées par avance, c'est-à-dire sur les réseaux sociaux de la résistance. Donc, le régime savait très bien qu'elles vont avoir lieu. Il a tout fait pour essayer de les empêcher. Au même moment, il y a eu la grève des camionneurs qui a commencé. Et le 31 juillet, à Ispahan, ça a commencé avec les camionneurs et la population s'est jointe à ces mouvements et ça a pris dans le reste du pays. Les villes qui ont participé à ces récentes manifestations au mois d'août, c'est Karaj, Ispahan, Shiraz, Mashhad, Téhéran, Kazeroun, Qahtarijan, Ahvaz, Arak, Eshtehard, Najafabad, Shahinshar, Bojnour, Zibashar de Ghazvin, Kermanshah, Andimeshk, Qom, Sari et Abhar, qui sont éparpillés à travers l'ensemble du pays. Donc il n'y a pas une zone géographique unique ou particulière qui est touchée par ces manifestations. Le cas très intéressant, c'est que malgré que les causes sont diverses à travers chaque ville ou chaque région, mais les slogans sont totalement communs. Nous avons noté un certain nombre de ces slogans qui sont très significatifs, comme celle que tant qu'il y aura la dictature, le soulèvement se poursuivra, ou Abat la dictature, ou Abat Khamenei ou Rouhani, des slogans qui visent la totalité du régime. Chacun de ces mouvements ont duré à peu près une semaine et les grèves qui ont commencé au même moment se poursuivent, notamment ceux des marchands de chaussures actuellement ou des camionneurs. Alors, comment le régime a réagi vis-à-vis de cela? Donc, par la répression, comme d'habitude. Donc, les forces de répression ont été dépêchées sur le terrain. Ils ont également usé parfois de balles parce qu'il y a eu à Karaj, qui est une grande banlieue proche de Téhéran, un jeune manifestant, Reza Otadi, qui travaillait au bazar, a été tué. Le régime a aussi procédé à de nombreuses arrestations. Et donc, il y a eu à peu près plusieurs dizaines de manifestants qui ont été arrêtés dans les villes d'Ispahan, ou 47 manifestants qui ont été arrêtés à Téhéran à la suite de la protestation des spectateurs au match du stade Azadi. Et donc, cette situation d'arrestation a été extrêmement étendue à travers le pays. Je voudrais attirer maintenant votre attention sur un fait. La résistance iranienne a identifié à peu près un peu plus de 700 personnes, des agents du régime qui sont impliqués directement dans la répression depuis le début de l'année. La liste de ces personnes qui sont pour une grande partie issues des gradés des gardiens de la Révolution va être bientôt publiée par la commission de sécurité du Conseil national de la résistance iranienne. Et nous avons également constaté que, contrairement à ce que le régime essaye de faire croire, beaucoup de ces éléments qui agissent sur le terrain en civil sont en fait des commandants des gardiens de la Révolution. Nous avons pu identifier notamment certains que vous pouvez constater ici, comme c'est le cas de ce colonel des gardiens de la Révolution qui, pendant les manifestations à Karaj, a participé à la répression pour le commander, mais comme vous pouvez le constater, en civil, pour pas que les gens sachent que les gardiens de la Révolution sont impliqués dans la répression actuelle. Alors que ce colonel Mohammad Mouezi Goudarzi est en fait le chef d'inspection du commandement de sécurité de toute la province d'Alborz. C'est le cas également de ce colonel des gardiens de la Révolution qui, sur le terrain à Karaj, il est sur place pour réprimer
mais en civil, alors que c'est un officier supérieur des gardiens de la Révolution. C'est le cas également ici à Ispahan du colonel Masoud Jahangiri, qui lui aussi est un membre des Pasdaran et qui commande en fait, est le commandant en chef des gardiens de la Révolution de cette ville. Alors qu'il n'y a aucune raison qui se présente sur les manifestations en civil avec d'autres éléments qui sont également des éléments des gardiens de la Révolution. L'autre personne avec qui il est en train de parler est en fait lui aussi un commandant, le commandant adjoint des gardiens de la Révolution de Shahinshah d'Ispahan. Là aussi, c'est à Ispahan, en fait, c'est un autre élément qui est chef de la police des renseignements, mais qui, sur le terrain, il est toujours en civil, comme vous pouvez le constater. Là aussi, cette fois-ci, c'est à la ville de Rasht. En fait, l'officier, il est sur le terrain pendant plusieurs jours, mais en civil, alors que il était en fait le chef de la police de toute la province de Gilan, mais qui est également des colonels de Pasdaran en fait. Alors, je voulais prendre au niveau de la conclusion de ce que je viens de dire, le fait que par rapport à ces émeutes et ces manifestations, il y a des particularités à soulever, à noter qui sont très importantes dans la compréhension de ce qui se fait aujourd'hui en Iran et vers où ça va nous mener. D'abord, parmi ces particularités, il y a le fait que depuis le début de l'année, malgré la répression, ces mouvements se sont poursuivis. Le deuxième, c'est qu'ils se sont étendus à d'autres villes. Ils englobent des couches plus larges de la société. Au début de l'année, ils touchaient des pauvres, des déshérités et des chômeurs. Aujourd'hui, la classe moyenne s'en mêle, des commerçants du bazar, des routiers se joignent aux protestations. Bien que l'origine soit des revendications sociales, très vite les slogans deviennent politiques et appellent à la chute du régime. Partout, les slogans sont identiques, bien que la répartition géographique soit grande. Toutes les factions du régime sont visées par ces slogans. Par exemple, le slogan réformateur-conservateur, la partie est terminée, est très répandu dans ces manifestations et les slogans visent à la fois Rouhani que Khamenei, c'est-à-dire les deux courants au pouvoir du régime. La situation économique étant ce qu'elle est et que le régime se trouve dans l'impasse, le régime n'a pas les moyens d'essayer de calmer la situation en faisant des concessions au niveau financier. Mais le point le plus important dans ces particularités, c'est la symbiose qui s'est créée entre la population en colère et les réseaux, les unités de résistance à travers le pays. C'est ce qui inquiète énormément le régime et continuellement des aveux de la part des autorités se font sur l'impact aujourd'hui des Moudjahidines du peuple sur ces mouvements. Si vous vous souvenez, au début de l'année, donc en janvier, Khamenei, le guide suprême du régime, a lui-même pointé du doigt les Moudjahidines du peuple comme étant en fait la cause principale de ces mouvements. Également, c'est le cas de Rouhani qui n'avait pas hésité à téléphoner ici au président Macron pour lui demander de limiter l'activité des Moudjahidines du peuple parce qu'il considérait que ces mouvements à l'intérieur de l'Iran dépendaient d'eux. Le commandant des gardiens de la Révolution lui-même, le commandant en chef des gardiens de la Révolution en fait, avait dit à cette époque-là que précisément un grand nombre de ces fauteurs de troubles arrêtés ont été éduqués par l'OMPI. Ils avaient créé un réseau de 3000 nouvelles personnes et utilisé des médias sociaux pour communiquer. Des déclarations de ce genre se multiplient. Actuellement, des aveux de ce genre sont très fréquents. Là, c'est une déclaration qui date en fait du 1er août, il n'est pas noté ici, du 1er août, où le conseiller d'état-major des forces armées à la guerre cybernétique, il n'hésite pas précisément à pointer du doigt les Moudjahidines en disant que en fait ces vagues de mouvements sociaux qui sont créés, c'est grâce à eux. Et il s'inquiète. Il y a
un certain nombre de ce genre de déclarations récentes qui ont été effectuées par les autorités du régime, qui va vous être distribué et vous aurez accès précisément à ces déclarations. Alors, je voudrais conclure aussi une chose, c'est que contrairement à ce qui est répandu, ces mouvements sociaux n'ont pas leurs racines dans les sanctions qui sont imposées aujourd'hui, parce que tout simplement, elles datent d'avant ces sanctions, et même avant que les Américains se retirent de l'accord sur le nucléaire au mois de mai, parce que les manifestations ont commencé en décembre, ces nouvelles vagues. Et aujourd'hui, la détérioration du pouvoir d'achat et la situation économique et le développement du chômage, elle date, pas d'aujourd'hui, mais elle date en fait de l'époque où l'accord était en vigueur, c'est-à-dire pendant toute cette période où le régime a pu vendre son pétrole, a pu récolter des dizaines de milliards de dollars qui ont été débloqués en Occident et ailleurs. Mais comme cet argent n'a pas été dépensé pour le bien-être des Iraniens, il a été dépensé dans la guerre en Syrie, dans les aventures guerrières du régime. Il a été absorbé par la corruption d'État, utilisé dans le programme balistique et nucléaire, dans la répression. C'est pourquoi, en fait, la question économique et l'impasse économique dans laquelle se trouve le régime a des racines ailleurs, et c'est pourquoi la population, dans ces manifestations, comme vous pouvez le constater, il ne va pas désigner l'étranger comme cause de ces problèmes, mais le régime lui-même. Il y a un slogan qui est très répandu actuellement en Iran, c'est que l'ennemi est ici, ils mentent quand ils disent que c'est l'Amérique. C'est très étonnant parce que la propagande du régime a voulu montrer le contraire pendant des années et des années. Alors, il y a eu des déclarations qui ont été effectuées récemment par Rouhani et Khamenei qui montrent cette impasse dans laquelle Khamenei lui-même, le guide suprême du régime, a dit qu'il ne voulait ni la guerre ni les négociations, et en fait il précisait que la situation est telle que le régime ne peut pas se permettre d'entamer des négociations parce que l'état des choses lui est totalement défavorable. Et il a interdit de négociations avec les États-Unis ou l'étranger. Alors, pour conclure dans cette situation, en deux mots, on peut dire aujourd'hui que la répression exercée par le régime n'a pas eu d'effet pour stopper les manifestations. Le deuxième facteur, c'est que tout laisse croire que ces manifestations vont se poursuivre, notamment grâce à l'activité des réseaux et des unités de résistance de l'ONPI qui sont très présents pour les faire multiplier. Cette situation épuise le régime. Sur le plan économique, il n'y a pas de perspective d'amélioration et la situation semble se dégrader davantage. Les contradictions entre les factions vont affaiblir le pouvoir et que Khamenei entame des discussions ou non avec l'étranger, de toute façon, avec les États-Unis, la perspective ne sera pas très, très rose pour le régime et la désintégration est en vue. D'ailleurs, lui-même, il avait dit que tout changement de comportement du régime reviendrait au changement du régime lui-même. Par conséquent, on peut dire que le régime ne peut survivre à cette crise, même en refusant et même en acceptant le changement. Mais même s'il refuse de changer, c'est le soulèvement général qui l'attend. Voilà, moi je conclus avec ces quelques phrases et puis certains de ces éléments dont j'ai évoqués seront à votre disposition et je les mettrai à votre disposition si vous le souhaitez. Voilà. Alors, quel lien entre ce que vient de vous dire mon collègue Afin Alavi, cette actualité
du jour et ce qui vous entoure ici dans cette salle, ces images, ces photos, ces documents qui vous entourent. Avant d'écouter un témoin direct de ce massacre, je vous donnerai juste 2 éléments en essayant d'être bref. Après, nous serons à votre disposition pour approfondir, si vous le souhaitez, dans un dialogue direct. Mais la première chose, c'est que ce massacre qui a été perpétré en Iran jour pour jour en août 1988 et qui a duré le long de plusieurs mois et qui a laissé 30 000 victimes, essentiellement des membres et sympathisants de Moudjahidine du peuple d'Iran, a été décidé par des personnes, des juges, des procureurs, des membres du ministère de renseignement. Je ne viendrai pas sur le détail du déroulement de ce massacre. Vous avez des éléments à votre disposition ici pour vous informer, mais qui sont actuellement au pouvoir, donc qui sont à des postes clés du pouvoir iranien au jour d'aujourd'hui. En partie, ces répressions que Afshin Alavi vient de vous décrire est menée par ces personnes, est décidée par ces personnes. On va juste ici rappeler quelques figures connues par l'actualité, connues aussi par la presse internationale. Vous avez plus de photos au fond de cette salle qui vous montrent ces chaînes de décision ou ces commissions de la mort qui décidaient dans chaque prison à l'époque sous le fatwa de Khomeini sur l'exécution de chaque individu. Mais je demande donc à mon collègue de passer quelques images pour vous rappeler qui sont ces personnes. Exemple. Ali Reza Avaï était à l'époque procureur et membre de ce qu'on appelait les commissions de la mort. C'était des commissions tripartites qui décidaient de l'exécution de chaque prisonnier. Donc il a à son compte des milliers d'exécutions dans la province de Khouzestan, qui est une grande province dans le sud et ouest de l'Iran. Dans sa position actuelle, il est ministre de la Justice de cabinet de Rouhani. Donc et il a été aussi chef d'inspection de présidence de la République jusqu'à septembre 2017. Donc vous voyez que c'est une figure phare du gouvernement actuel, du gouvernement rouhani, que ici une certaine média prétendent d'être un modéré, et qu'il a donc un bourreau comme ministre de la Justice en plus. On passe au suivant. Donc cette figure, Hossein Ali Nayeri, il est aujourd'hui ce qu'on appelle le juge des juges, c'est-à-dire il est le magistrat qui est à la tête de la juridiction qui peut juger des magistrats en Iran. À l'époque, il était le chef des tribunaux révolutionnaires islamiques de Téhéran, donc il faisait partie de cette commission tripartite qui a été mentionnée dans le fatwa de Khomeini, le fatwa de mort, et qui a été blâmé par l'ayatollah Montazeri ensuite. Vous avez l'historique ici, je vous invite à lire ensuite. Voilà, on peut passer à la figure suivante. Donc, Mostafa Pour Mohammadi, il était à l'époque le représentant du ministère de renseignement dans la commission de mort à Téhéran. Chaque commission de mort comportait un procureur, un juge et un représentant du ministère de renseignement. C'était leur décision sur la base de fatwa de Khomeini. Donc, lui, à l'époque, il était chargé donc de cette commission de la mort à Téhéran. Il a été ministre de la Justice de Rouhani dans son premier cabinet, donc jusqu'à août 2017. Actuellement, il est conseiller du chef du pouvoir judiciaire. Jusqu'à il y a 2 ans, il démentait totalement d'être impliqué dans ces massacres, mais depuis 2 ans, quand il y a eu ces révélations dont les documents vous entourent, et il y a eu des documents des Nations Unies que vous pouvez consulter, il a commencé à dire qu'il était fier d'avoir appliqué le fatwa de son imam, c'est-à-dire Khomeini. On passe à une autre figure. Donc, Ebrahim Raisi, encore est très connu parce qu'il était à l'époque procureur adjoint de Téhéran et membre de la commission de la mort. Actuellement, il est chef de la fondation qu'on appelle Astan Quds Razavi. C'est un conglomérat, une sorte de cartel politico-financier qui gère d'énormes capitaux dans la province de Khorasan, donc une grande fondation dont certaines firmes françaises aussi ont eu affaire. Il a été connu sur la presse internationale à partir du moment où il a été présenté par le guide suprême Khamenei comme un candidat, le rival de Rouhani, pour les élections soi-disant présidentielles en juin 2016. Et donc il a été écarté en quelque sorte, il a perdu selon les analyses, selon les observateurs, parce que son implication dans ce massacre a été effectivement révélée par les réseaux de Moudjahidine du peuple à l'intérieur du pays. Et voilà, il était le candidat favori de Khamenei. Il est toujours membre du Conseil de discernement de l'État, qui est une haute instance du pouvoir actuel.
je crois qu'on s'est contenté de ces quelques figures. Vous en avez d'autres. Donc ça, c'est un premier lien, un premier pont entre cette histoire tragique et cette actualité récente que Afshin vient de vous décrire. Un deuxième pont, un deuxième lien, c'est ce que je peux appeler les causes profondes. Parce que ce qu'on vient de vous analyser ici comme les éléments d'actualité, il y a bien sûr des causes immédiates. Le soulèvement en janvier, le chômage, la vie chère, la corruption des autorités, l'incapacité du régime à répondre aux besoins élémentaires de la population. C'est tout ça qu'on peut appeler des causes profondes, mais des causes immédiates. Mais je voudrais faire le lien avec ce qu'on peut appeler les causes profondes, à savoir que tous ces massacres, tous ces 30 000 prisonniers politiques qui ont été exécutés, et pas seulement 30 000, les 30 000 c'est seulement 1988, si je remonte aux années 80, et si j'arrive jusqu'à l'actualité d'aujourd'hui, il y a eu 120 000 exécutions politiques en Iran. Rien que dans les années 80, il y a eu des dizaines de milliers. Vous avez des registres ici que vous pouvez consulter de 20 000 d'entre eux avec des détails sur leur identité, dont il y a ma sœur qui était une journaliste, caméraman, peintre et artiste à la télévision iranienne. Ce que je voudrais dire, c'est que tous ces martyrs, tous ces prisonniers politiques exécutés injustement par le régime, cela n'est pas perdu dans la nature. Cela a laissé des traces, cela a resté comme un séquelle dans le corps de la société iranienne, des familles, des amis, des réseaux. Et tout cela vient éclater au grand jour. Donc c'est ça qui explique en quelque sorte la radicalité des slogans que vous avez pu constater. Pourquoi, par exemple, dans des villes comme Mashhad, aujourd'hui on dit mort à la vie chère et le lendemain on dit mort à Khamenei? Qu'est-ce qui fait qu'en l'espace de 24 heures, on passe d'une revendication purement banale, sociale, à une revendication politique qui demande le renversement du régime? Pourquoi dans une ville comme Kazeroun, dont on vient voir des images, où les gens commencent d'abord par des slogans qui est une protestation contre un découpage territorial, et le lendemain ou l'après-demain, on arrive à gare au jour où nous serons armés, je vais tuer celui qui a tué mon frère, c'est-à-dire vous constatez que ce n'est pas seulement les raisons d'ordre économique et social qui peuvent expliquer cet élan de colère populaire et ces soulèvements continue vis-à-vis du pouvoir corrompu, mais c'est aussi ces causes profondes dont vous trouvez les racines dans ce massacre particulièrement de 1988. Maintenant, pour ne pas être trop long, bien sûr ça on peut approfondir, je vais appeler à Madame Touba Mirzaï, qui est un témoin, donc une personne qui a elle-même vécu dans les prisons de Khomeini et qui a des membres de sa famille qui ont été victimes de ce massacre. Vous allez l'entendre juste, je crois, elle va parler 3-4 minutes, et après, on sera prêt à répondre à vos questions ou éventuellement approfondir. Je vous salue, je m'appelle Touba Mirzaï. J'ai passé 3 années dans les prisons de Khomeini, dans la ville de Hamedan. 14 نفر از اعضای خانواده‌ام شهید شدن، اعدام شدن. Donc j'étais dans les années 80 dans ces prisons. 14 personnes de ma famille ont été victimes d'exécutions politiques dans les années 80. که 5 نفر از خواهر برادرام اعدام شدن. Dont 5 étaient de mes frères et sœurs. 2 تا از زن برادرام. 2 étaient des épouses de mes frères. بقیه‌اش دیگه فامیلام. Et les autres c'était toujours des membres de famille, des cousins, des cousines. که اینا این چند نفر بالا همه قتل عام. Les premiers que vous voyez ici, donc celles et ceux qui ont été victimes des exécutions massives de août 1988. Donc 7 sur les 14 ont été exécutés pendant l'été 88, donc il y a 30 ans jour pour jour. Massoumé était ma sœur. Elle était dans la prison de Hamedan, qui est une ville donc dans le centre-ouest. Elle était condamnée à 5 ans de prison seulement. Mais elle a été exécutée. Elle n'a pas été libérée quand elle a purgé sa peine de 5 ans. Elle n'a pas été libérée, elle a été exécutée en 1988. Mon frère Mostafa était lycéen. Elle avait que 16 ans quand elle a été arrêtée.
7 سال زندان نگه داشتن آزادش Donc, نمی‌کردن. il a été gardé pendant 7 ans en prison, بله، sans être jugé, sans être condamné. 22 سالش بود اعدام شد. Donc, il a été exécuté quand il avait 22 ans. حسین برادرم لیسانس دانشجو بود، لیسانس جامعه Mon شناسی. frère Hossein était donc étudiant, il avait une maîtrise en sociologie. اینم 15 سال حکم داشت Hossein aussi était condamné à 15 ans de prison. که 7 سال تو زندان تو Il avait déjà purgé 7 ans. بیشترین Donc de موقعهاش تو انفرادی بود. 1981 jusqu'à 1988, quand il a été exécuté. La plupart des années de ces 7 années, il les a passées en confinement solitaire, en cellule individuelle. مهناز همسر برادرم بود Mahnaz était l'épouse de mon frère. که وقتی دستگیر شد باردار بود. Quand elle est arrêtée, elle était enceinte. اینم دخترشه. این Ça, c'est sa fille que vous voyez ici. اینم هم 7 سال Donc زندان Mahnaz aussi a passé نگه 7 ans داشتم en prison avant d'être exécuté. تا تو قتل عام اعدامش کردن. حسین Les 3 autres توتونچیان visages que vous voyez, il y a donc Tutunchian, Ali برادر Tutunchian, زن برادرم بود qui est donc le frère de l'épouse de mon frère. بعد این شعبان پسرعموی Shaban est le cousin de mon père, اینم تو قتل عام اعدام aussi شده. exécuté en août 88. محمود پولچی اونم دانشجو بود Et که Mahmoud Poulchi, étudiant, تو قتل عام اعدام شده. également exécuté dans le برادر massacre de اینم برادر 1988. زن برادرم Et بود. il est aussi frère de la sœur de frère de l'épouse de un de mes frères. اینا بیشترین موقع‌ها تو انفرادی بودن. Donc les deux aussi étaient pour la plupart du temps en confinement solitaire. اولین شهیدی که به ما خبر دادن Le premier dont nous avons su شب qu'il était قبل زنگ exécuté, زدن گفتن بیاین c'est کمیته. la veille qu'on nous a appelé d'aller au commissariat. بعد ما وقتی رفتیم یه ساک بهمون Et دادن. quand nous sommes allés, on croyait qu'on nous a donné le cadavre, mais on nous a donné seulement un sac. اینا on nous a هیچ کدوم از شهدا Donc قبر نداشتن، یعنی قبرشون رو به ما sur ندادن. les 7 que vous voyez, nous n'avons pas eu فقط de معصومه corps, de cadavre, seulement Massoumé. Donc معصومه رو à که part Massoumé, donc sur خاک les کرده 7, بودن. il n'y a que Massoumé qui a une tombe. Autrement dit, les 6 autres personnes, la famille ne sait même pas où elles ou ils ont été enterrés. بعد وقتی مادرم دنبال میکرد که اینا قبر بچه‌هامو اعدام کردین قبرشون Et lorsque کجاست؟ ma mère se rendait devant les prisons pour dire mais vous avez exécuté mes enfants, au moins montrez-moi où ils sont enterrés. بعد میگفتن بیاین پول تیرش بدین تا ما Et les بهتون gardiens ou les بدیم. geôliers disaient il faut payer pour les balles. Si tu payes le prix des balles avec lesquelles on a fusillé tes enfants, tu peux avoir trace de lieu d'enterrement. که هیچ وقت مادرم این کار نکرد. Et نمی‌رفت maman, qui était دنبال bouleversée اینکه par ce comportement, elle n'est jamais allée pour پول تیر ce genre de بچه‌هاش choses, بده de payer pour l'exécution de ses enfants pour trouver la trace بعد de leur بهش tombe. قبر بدن. ببخشید. نمی‌دونم چی بگم. الان دیگه قاطی کردم. با عرض معذرت که من نتونستم. Voilà, donc Madame Touba Mirzaï sera toujours ici à disposition si vous voulez discuter avec elle. C'était une présentation bien sûr bouleversante de sa famille et le rappel de ces moments tragiques et douloureux apporte toujours la peine, même après 30 ans. Merci de votre attention. خیلی ممنون. بله خیلی ممنون. بفرمایید. فقط من میخواستم سوال کنم اینا که این همه شهدا فقط یک گوشه از این 14 نفر یک گوشه از Elle dit à خانواده juste منه. titre que ce que vous venez d'entendre, ce n'est qu'une petite fenêtre sur ce qui s'est passé avec 30 000 familles. 30,000 تا تو 30 000. Donc Iran. vous venez d'entendre un جوان اعدام cas شدن. sur des dizaines de milliers
de cas. ولی هیچ کس Et هنوز personne n'est خبردار répondant. نشده. Donc, هیچ کس خبردار نشده. l'impunité, اینا. c'est ça, c'est-à-dire personne de ces autorités au pouvoir en Iran, dont certains sont des interlocuteurs d'États occidentaux, au jour d'aujourd'hui, qui voyagent même à l'étranger, ils n'ont pas été interpellés et donc ils ne sont pas répondants. C'est pourquoi une des demandes justement de cette conférence, c'est à ce que ces auteurs, ces commanditaires soient traduits devant une juridiction internationale et qu'il y ait une commission d'enquête indépendante sur ce massacre de 1988. خیلی ممنون. کی میخواد جواب اینا رو بده؟ جواب Il faut این qu'ils همه répondent. شهدا رو کی Il faut میخواد qu'ils بده؟ répondent. Il faut que ces autorités soient interpellées par les États, par la France, par les communautés internationales. خیلی هاشون بی‌نشان و بی‌کس اصلا هیچ کس Ils sont dans خبردار des نشدن. tombes anonymes, dans des fosses communes anonymes. Donc voilà. خیلی ممنون از شما و خیلی ممنون از همه بیننده ها. خیلی ممنون.